Une terre, des rythmes, une pêche artisanale, de magnifiques prises. Le tout sur un archipel d'îles plantées dans l'Atlantique. Une terre hostile, torturée et déchiquetée. Après une escale à Lisbonne, nous approchons des 10 îles que compte l'archipel. Seules 9 sont habitées. Nous en visiterons 4 dans cet ordre. C'est là que tout a commencé, en 1460, avec l'arrivée des Portugais, puis des esclaves, dont le mélange a donné naissance au peuple capverdien. Un agréable hôtel nous attend à proximité du phare de Dona Maria Pia. Construit en 1881, il est toujours en service. De là-haut, une vue dégagée sur la baie et la capitale. Sur le plateau, nous découvrons le marché de Sucupira. Avec des enfants pleins de vie, les mamans vendent ici essentiellement des vêtements qui sont rangés le soir dans des tonneaux. D'autres font consciencieusement leur devoir. Après une journée bien remplie, retour à l'hôtel. En route pour une traversée de l'île vers le nord en direction de Tarrafal. En une dizaine de kilomètres, on se retrouve à 400 mètres d'altitude, dans un paysage bien sec. Ça déménage. Un village où une fête communale nous oblige à emprunter une déviation. En roulant vers le jardin botanique, nous faisons connaissance avec les routes pavées en basalte. C'est une roche volcanique issue du magma refroidi, très abondante sur l'île. Quel accueil! Ce site, des paysans conservent des centaines de plants et arbres endémiques du Cap-Vert. Dommage qu'aucune indication ou pancarte nous renseigne sur les végétaux. Des papayes. Le drapeau national est composé de bleu, qui symbolise l'océan Atlantique, et de 10 étoiles qui représentent les 10 îles de l'archipel.
Au village, c'est la sortie de l'école. Un arrêt s'impose pour un ravitaillement en eau chez l'épicier. Au loin, le village de Picos, abrité par un énorme rocher. Dans la vallée, Assobada est la deuxième ville de l'île, après Praia. Un marché s'installe aujourd'hui. Ici, le fruit du tamarin. Plus loin, des courges. L'on trouve des marchandises à des prix attractifs. Non, ce poupon n'est pas à vendre. Par contre, cette petite fille voulait à tout prix partir avec nous. Nous approchons doucement de Tarrafal. Voilà un tranquille village de pêcheurs où il fait bon faire une pause. Il se transforme petit à petit en ville balnéaire. Pour rejoindre la plage, suivons les jeunes et le triporteur. La mer est l'une des richesses les plus importantes de l'archipel. La pêche est une vraie tradition sur les îles et le poisson reste la principale source de protéines de l'alimentation capverdienne. Bien plus poignant, nous changeons de registre. Mais là, c'était des prisons pour des politiciens qui étaient contre le régime salazariste. Oui, le régime Salazar. Oui, les politiques. Oui. Les politiciens, oui. Ce bagne, construit en 1936 pour y enfermer des opposants à la dictature de Salazar, puis, en 1960, fut détenu également des militants anticoloniaux, originaires du Cap-Vert, de Guinée-Bissau ou d'Angola. Beaucoup y ont laissé leur vie. Pour notre retour à la capitale, nous longerons la côte Est avec un arrêt dans un village typique. En
En 1670, les premiers franciscains arrivent sur l'île pour évangéliser la population. Les prêtres formés au séminaire sur place sont plutôt laxistes et ont femmes et enfants. En 1942, une délégation portugaise tente de remettre de l'ordre à tout ça. Une résistance du village s'organise pour conserver ce mode de vie. Ce sont des rebelles, des rabelados. Retour à Praia par la côte pour déguster une bonne bière. C'est à cet endroit, en 1462, que débarquent les premiers colons portugais. 100 ans plus tard, devant les attaques répétées du pirate anglais Francis Drake, cette forteresse est construite à 120 mètres au-dessus du niveau de la mer. De là, on voyait arriver l'ennemi. Tant que la réserve d'eau était pleine, la garnison pouvait tenir. Au pied de la forteresse, voilà ce qu'il reste de cette cathédrale, construite en 1556 et saccagée par le corsaire français Jacques Cassard au XVIIIe siècle. Nous descendons jusqu'au village par le lit de la rivière asséchée. La place du pilori. On y joue maintenant au baby-foot. Mais ce site a le mieux conservé la funeste période de l'esclavage au Cap-Vert. Cette rue, ainsi que la rue Carrera en parallèle, est bordée de petites cases en pierre construites dès le XVIe siècle. Séjour de lessive. Échappée de la destruction, cette église remonte à 1495, ce qui en fait l'un des édifices les plus anciens du Cap-Vert. Aujourd'hui, c'est catéchisme. Un agréable chemin nous mène vers un ancien couvent de prêtres franciscains. Détruit lors d'une attaque de pirates, seule la petite église a été épargnée. Retour à la capitale. La ville compte environ 130 000 habitants, soit le quart de la population capverdienne.
Suivons cette femme jusqu'au marché. On est au plateau, qui c'est un quartier du XVIIe siècle. L'histoire de Praia commence dans ce quartier, ainsi nommé parce qu'il se situe sur un plateau qui domine la mer. Ici se concentrent tous les bâtiments officiels. Au loin, le phare où nous étions le premier jour. Une pause devant Amical Cabral, fondateur du PAIC, qui est le Parti africain pour l'indépendance de Guinée et du Cap-Vert. Ce matin, après le petit déjeuner, nous quittons Santiago. « 45 minutes sont nécessaires pour rejoindre l'île de Sal. Nous roulons maintenant vers la côte est. La saline de Pedra de Lume est un joyau naturel unique. On y accède par un tunnel construit en 1804. Situé dans un cratère, le paysage est grandiose. Un décor lunaire de bassin et du sel à perte de vue. Les couleurs sont magnifiques. La mer est à 800 mètres et l'eau pénètre dans le cratère par capillarité. Les installations sont maintenant abandonnées, car plus assez rentables. Dans un coin, un bassin naturel d'eau salée pour prendre un bain de jouvence. J'avais pas vu. C'est toi, Gigi. T'étais au fond là-bas? Hein? T'étais juste au fond? Bah, juste là. Ces pylônes servaient à transporter le sel jusqu'à ce petit port. Ces chalands livraient le sel à leur destinataire, au large. Rejoignons Santa Maria au sud pour profiter de sa belle plage de sable blanc.
Ce matin, promenade dans la capitale de l'île, Espargos. J'adore la variété des couleurs des maisons. L'eau manque. Le ravitaillement se pratique en famille. Changement de paysage sur la côte ouest. Pas de plage, mais une falaise rocheuse fouettée par les embruns. Vue de l'observatoire, la mer s'engouffre et se brise dans une cavité ouverte dans la roche. À cet endroit, un puits de 11 mètres de profondeur forme avec le reflet du soleil un œil bleu du plus bel effet. Une piscine naturelle utilisable par temps calme. Derrière la falaise, un paysage aride. Palmera est un village de pêcheurs et un port maritime important pour l'île. Ce jeu, originaire de l'Afrique de l'Ouest, s'appelle Avaler. Notre thon de ce soir, découpé, lavé et livré. Nous voici parés pour une croisière en catamaran vers la baie de Murdera. Allez, allô.
su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría? Nous quittons Salles pour un vol de 40 minutes vers l'île de São Vicente. Luis, notre guide sur l'île, est venu nous accueillir à l'aéroport Cesaria Évora. Et chez nous, si on travaille, tu gagnes. Si tu travailles pas, tu gagnes pas. Là, on arrive dans le centre-ville. D'abord, on va manger. Visite du petit musée de la mer installé dans une réplique de la tour de Belém. De la terrasse, nous avons un panorama sur le port et la ville. Cette carte montre l'importance des îles du Cap-Vert pour le ravitaillement des bateaux de commerce du 19e et du début du 20e siècle. Au pied du musée, les vendeuses présentent la pêche du jour. L'habileté des dépeceurs de poissons est absolument étonnante. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Surnommée la diva aux pieds nus, Cesaria Évora a incontestablement contribué à faire connaître les îles du Cap-Vert. Nous quittons Mandelo pour découvrir la partie est de l'île. À part nous, peu de monde sur cette belle plage. Elle est bonne. Voilà. Vous avez été dans le chèque. Regarde. Voilà, hop. Moi, j'ai même pas tellement mouillé mon pantalon. Si, moi, il est mouillé de ce qu'on passe. J'arrive même pas à le baisser. Après les bains de mer, nous attaquons, en bus, l'ascension du Monte-Verdi. La route est, comme toutes les autres, pavée et très difficile. Cette montagne, d'origine volcanique de 750 mètres, est le point culminant de l'île. Depuis le sommet, et quand c'est bien dégagé, on bénéficie d'un superbe panorama. Le soleil se couche. Nous rejoignons l'hôtel à São Pedro. De bon matin, direction le port de Mindelo pour prendre le ferry en direction de Santo Antão.
Mais où sommes-nous? Ici, je crois. Tu es sûr? Oui, c'est bien là. Alors, on y va, c'est tout droit. Nous approchons de Santo Antão, île rocheuse et escarpée. Aussitôt débarqués, nous partons pour un long périple vers le nord et l'est de l'île. Cette longue route, l'Estrada Corda, constituée de nombreux virages, est entièrement pavée. Accrochée au cime, elle permet de relier le sud au nord et a demandé 20 ans de travaux. Le revêtement pavé rend le confort spartiate. De ce point verdoyant, on aperçoit la partie nord de l'île, où nous déjeunerons tout à l'heure. Puis, de l'autre côté, c'est Porto Novo, d'où nous venons. À cette altitude pousse une variété de mimosas. À quelques kilomètres de là, nous arrivons devant un immense cratère de 100 mètres de profondeur et de 1 kilomètre de largeur. C'est un magnifique endroit, comme dans toute l'île d'ailleurs, pour les randonneurs. Roches escarpées, relief impressionnant, plongeant dans l'océan. De cette crête, suspendue entre le ciel et deux vallées, le panorama est à couper le souffle. Ribeira Grande, fondée au XVIe siècle, possède de beaux bâtiments dont certains datent de l'époque coloniale. Rénovés avec de belles couleurs comme on les aime ici. Nous roulons maintenant vers Ponta do Sol.
une ancienne piste d'aviation. Pour des tout petits avions. Et comment... Notre point de rendez-vous. Un petit minibus nous transporte sur des routes étroites vers le petit village de Fontenas, isolé dans une vallée encaissée donnant sur l'Atlantique. Sur les flancs de la montagne, les cultures en terrasse sont très développées. Retour vers la pointe extrême nord de l'île. Il y a les très anciennes constructions là. Nous arrivons face à un actif petit port de pêche. La mer est dangereuse et la sortie de cet abri n'est pas sans risque. Ça c'est du thon, ça là qui vient de vider là. Il est en train de vider, ça c'est du thon. Poisson ici, le kilo ça vaut toujours entre 1 à 5 euros. Ça dépend de quelle variété de poisson. Ils arrivent par là, par leurs petits poches. À la recherche d'un restaurant, nous remontons la vallée Paul pour goûter au plat national, la cachupa, sorte de cassoulet confectionné à base de maïs, de haricots et de viande de porc. Voilà, c'est ici. C'est rustique. La taverne semble agrippée à la route, au bord du précipice. C'est beau, c'est calme, c'est reposant. Au loin, sur les crêtes, notre arrêt de ce matin, où nous avons cueilli du mimosa. Avec cette canne à sucre, on produira le grog, nom local du rhum. Alors, je voulais trinquer parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un. Mais de qui? Pour vous souhaiter, chef, joyeux anniversaire. Merci. Merci, merci. Merci, merci. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Georgia. Happy birthday to you. Ah, mais il n'y a pas trop de chanteurs là. Allez, santé. Santé. Oui, ça fait déjà un an. Et santé. Deux bougies, c'est bien. Ça me suffit. Je n'en veux pas plus. Non, non. 2 ans.
Merci, merci, merci. Allez, j'aime bien la couleur. Allez, 1, 2, je sous-souffle. Porto Novo est une petite ville tranquille qui vit au rythme des arrivées et départs des ferries pour l'île voisine, São Vicente. Mais dans le temps, la femme, elle était vue plus pour rester à la maison, pour s'occuper des gamins et de la famille. Après avoir admiré une statue à la gloire des femmes capverdiennes, nous partons vers l'ouest cette fois, cheveux au vent, dans un paysage lunaire. En bifurquant vers le nord, nous progressons vers un relief torturé qui nous fait voyager dans les temps géologiques. Un autre cratère, au pied duquel la faille de Altamira s'étire plein nord jusqu'à l'océan. Après avoir roulé à flanc de montagne, nous atteignons enfin le col. De là, nous apercevons le village de Ribeira da Cruz, un village côtier du Nord. Nous faisons demi-tour pour rejoindre un restaurant né d'un projet communautaire de développement de l'agriculture locale. Nous trinquons au grog. Il ne faut pas traîner, le ferry nous attend. Notre hôtel de ce soir se trouve sur l'île de São Vicente, au loin. Arrivés à temps, nous quittons l'île de Santo Anta. Nous approchons du débarcadère. Tout le monde se prépare. Nos valises sont là, dans la camionnette. Toyota se glisse sur la gauche. Les bananes sur la droite. Alourdis par les bonbonnes d'eau, nous terminerons deuxième. Tiercé dans l'ordre, Toyota, valise, banane. Je t'aime beaucoup, petit, que je l'aime beaucoup. C'est notre dernière soirée au Cap-Vert. Heureux d'avoir découvert l'archipel
en bonne compagnie. Une terre hostile, faite de reliefs, torturés et déchiquetés, où les hommes ont bâti des routes suspendues qui rejoignent les cieux. Merci à Jean-Claude d'avoir préparé ce voyage et à Carmen de nous avoir accompagnés. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau.